Et si, pour la première fois depuis des siècles, l'Afrique imposait ses propres règles au commerce mondial? Imaginez un continent, longtemps relégué au rôle de simple fournisseur, décidé à reprendre le contrôle de ses richesses. Aujourd'hui, une révolution silencieuse s'amorce. Plusieurs pays africains interdisent désormais l'exportation de ressources non transformées. L'or, le café, le bois, l'uranium. Tout doit désormais générer de la valeur sur place, et non plus à l'étranger. Cette dynamique inédite n'est pas un simple ajustement conjoncturel. Elle s'inscrit dans un contexte historique où l'Afrique, longtemps exploitée, tente de s'affranchir des chaînes de la dépendance. Cette vague bouscule les marchés. Les grandes puissances, habituées à importer des matières premières à bas coût, se retrouvent déstabilisées. Elles doivent investir localement, bâtir des usines, former une main-d'œuvre africaine, négocier selon de nouvelles règles. Pour elles, le choc est brutal. Pour l'Afrique, c'est la promesse de ne plus voir ses richesses s'évaporer, mais de les transformer enfin en emplois, en infrastructures, en prospérité. Mais il s'agit de bien plus qu'un simple choix économique. C'est une affirmation de souveraineté. Quand le Ghana dit non à l'exportation de son or brut, quand l'Ouganda bloque la sortie de café non torréfié, ce sont des actes politiques forts. Ils résonnent comme une seconde indépendance. On revendique la valeur du sol africain et la dignité de ses travailleurs. Le pari reste risqué. Si le continent échoue à transformer l'essai, il pourrait perdre une chance unique de briser le cycle de la dépendance. Les menaces de sanctions, les pressions internationales, sans oublier les défis internes, corruption, division, manque d'infrastructures, pourraient faire de ce rêve un mirage, ou pire, un cauchemar social. Et si cette voie audacieuse, bien que périlleuse, marquait le vrai tournant de l'histoire africaine? Pour saisir la portée de cette révolution, il faut remonter dans le passé de l'extraction en Afrique et comprendre comment l'histoire façonne les batailles d'aujourd'hui. Pour comprendre comment l'Afrique en est arrivée là, il faut d'abord revenir sur les racines profondes de l'extraction et de la dépendance. Voici comment, depuis des siècles, le continent a été façonné par le pillage de ses ressources. Depuis des siècles, les empires se sont construits sur l'or, le cacao, l'uranium et le café africain. Mais à quel prix pour le continent? Replongeons-nous au XIXe siècle. À cette époque, la ruée vers l'or de la Côte de l'Or, aujourd'hui le Ghana, n'a pas seulement enrichi les colons européens, elle a aussi permis la construction de grandes banques et de vastes infrastructures à Londres. L'Europe, notamment la France et la Belgique, bâtissaient ces réseaux ferrés en important le cuivre du Congo et le fer de Mauritanie. Pendant ce temps, en Afrique, les villages restaient privés d'eau potable et d'électricité. Imaginez, à Londres, les rails scintillent, à Paris, les immeubles s'élèvent, à Washington, la lumière brille. Tout cela, financé par des ressources arrachées à la terre africaine. L'Afrique a nourri le monde, mais elle est restée marquée par la pauvreté, la faim et une dépendance persistante. Le contraste est brutal. Chaque année, des centaines de milliards de dollars de matières premières quittent l'Afrique. Pourtant, la plupart des enfants africains apprennent à lire dans des écoles délabrées. Pendant que des métropoles étrangères prospéraient, des villages africains survivaient sans électricité ni eau potable. Ce paradoxe n'a rien d'accidentel. Il s'agit d'un système savamment orchestré. L'Afrique exportait ses richesses brutes, tandis que la transformation, les emplois et la prospérité se construisaient ailleurs. La valeur ajoutée s'éloignait, laissant le continent à l'écart de la croissance mondiale. Prenons l'exemple du cacao ivoirien. Pendant des décennies, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, expédiait ses fèves à l'état brut vers l'Europe. Les chocolateries suisses et belges réalisaient des marges considérables, tandis que les planteurs ivoiriens subsistaient avec des revenus modestes. Même logique pour le pétrole nigérian, raffiné principalement à l'étranger, puis revendu à prix d'or au pays d'origine. Aujourd'hui, le scénario change. Dans plus d'une dizaine de pays africains, une nouvelle règle s'impose, plus d'exportations brutes. Du Ghana à l'Ouganda, du Niger à la Guinée, des interdictions historiques frappent les matières premières. Désormais, l'or, le café,
le bois ou les céréales ne doivent plus quitter l'Afrique sans transformation locale. Investisseurs et multinationales sont sommés d'ouvrir des usines, de former des ouvriers, de bâtir des chaînes de valeur sur place. L'Afrique ne veut plus être seulement le grenier du monde, elle exige de devenir l'atelier, la marque, le cerveau de ses propres richesses. Ce choix est décisif. Il s'agit de récupérer le contrôle de centaines de milliards de dollars chaque année, de créer des emplois pour une jeunesse grandissante, de bâtir des infrastructures et de réparer une fierté collective longtemps bafouée. Mais le pari est audacieux, car chaque interdiction ébranle un équilibre mondial vieux de plusieurs siècles. Sous la pression internationale, l'Afrique pourrait voir ses richesses continuer de s'envoler, ou au contraire, écrire enfin son propre destin économique. Pour bien comprendre la portée de ce bouleversement, souvenons-nous de la révolution industrielle en Europe au XIXe siècle. L'Angleterre, grâce à la transformation locale du coton indien et égyptien, a bâti son empire industriel. L'Afrique, privée de ce levier, est restée prisonnière d'un modèle d'économie d'extraction. Aujourd'hui, en choisissant la transformation sur place, le continent opte pour le modèle qui a enrichi l'Europe autrefois. Le monde retient son souffle. Cette audace ouvrira-t-elle la voie à un développement souverain, ou sera-t-elle brisée par les divisions internes, la corruption ou la résistance des puissances étrangères? Mais concrètement, comment ces décisions se traduisent-elles dans le quotidien? Quels secteurs? Quels obstacles? Quelles victoires pour les Africains? Pour comprendre l'impact réel de cette révolution, il faut plonger au cœur de ces secteurs stratégiques. Comment l'interdiction d'exporter le cacao brut ou l'or bouleverse-t-elle la vie des producteurs, des ouvriers et des familles africaines? Ghana, Niger, Ouganda, Gabon, Namibie, un vent de révolte souffle sur le continent africain. Ces nations dressent des barrières autour de leurs richesses. Jusqu'où pourront-elles aller face à la pression du reste du monde? Chaque ressource, chaque secteur, chaque pays devient le théâtre d'un affrontement inédit entre souveraineté et intérêts étrangers. En Afrique de l'Ouest, le Ghana a frappé un grand coup. Désormais, l'or ne sort plus du pays à l'état brut. L'État exige que les compagnies minières raffinent sur place une partie de leur production et vendent l'or transformé à la Banque centrale. Ce bouleversement ne protège pas seulement la monnaie nationale, il force les multinationales à investir localement et capte une part immense de valeur qui, jusqu'alors, s'échappait à l'étranger. Prenons un exemple concret. Une tonne d'or raffiné localement se vend jusqu'à 2 fois plus cher que l'or brut sur les marchés internationaux. Cela signifie, pour le Ghana, des recettes fiscales multipliées et une réserve de devises plus stable. Les banques ghanéennes peuvent désormais garantir les crédits aux agriculteurs et entrepreneurs locaux, favorisant un cercle vertueux d'investissement. En Ouganda, la règle est simple. Fini les exportations de café non torréfié. Les sacs de grains verts vendus à bas prix vers l'Europe ou l'Asie, c'est terminé. Désormais, les groupes étrangers doivent construire des usines de torréfaction et créer des emplois sur place. Pour les cultivateurs ougandais, cela signifie de meilleurs revenus, mais aussi la naissance d'une identité de marque locale capable de rivaliser sur le marché mondial. Les profits et la fierté restent au pays. Imaginons une coopérative ougandaise de café. Avant la réforme, elle vendait le kilo de grains verts à moins de 3 €. Aujourd'hui, le même café, torréfié et emballé sur place, se vend à plus de 10 € sur les marchés européens. Les bénéfices sont redistribués entre agriculteurs, ouvriers et la communauté locale, finançant des écoles, des puits, des routes. Au Gabon, même stratégie. Interdiction d'exporter du bois brut. Fini les troncs quittant la forêt sans aucune transformation. Ce sont des scieries, des usines de meubles et des chaînes de valeur entières qui s'installent sur place. Le Mozambique suit ce chemin, misant sur la transformation locale du bois pour multiplier les emplois et renforcer la souveraineté économique. Ces politiques ne sont pas seulement des outils économiques, elles incarnent une dignité nationale retrouvée. Dans la région de Port-Gentil, au Gabon, la création de scieries a permis l'embauche de milliers de jeunes diplômés qui auparavant migraient vers la capitale ou l'étranger. Désormais, le pays exporte des meubles de haute qualité vers l'Europe
et même l'Amérique du Nord, affichant fièrement la mention « Made in Gabon ». Mais cette vague de souveraineté suscite de vives réactions. Les pays occidentaux réagissent sans tarder. Lobbies industriels, menaces de sanctions, pressions diplomatiques et économiques. Les grandes puissances, habituées à des matières premières à bas coût, voient leurs marges menacées et leurs chaînes d'approvisionnement secouées. Les multinationales intensifient leur lobbying pour garder l'accès aux ressources, parfois au détriment des choix démocratiques des nations africaines. Prenons l'exemple du secteur minier en Zambie. Lorsque le gouvernement a exigé la transformation locale du cuivre, plusieurs compagnies minières étrangères ont menacé de fermer leurs sites ou de licencier massivement. Des médias occidentaux ont multiplié les articles alarmistes sur le risque africain, accentuant la pression sur les décideurs locaux. Pourtant, les bénéfices immédiats sont visibles. Des dizaines de milliers d'emplois créés, des revenus en hausse, une industrialisation accélérée et l'émergence de marques africaines capables de défier les géants mondiaux. Le message envoyé est limpide. L'Afrique ne veut plus être la vache à lait de la planète, mais reprendre le contrôle de son destin. Au-delà des minerais et du bois, la Guinée attaque un autre front, l'alimentation. En interdisant l'exportation de riz, de maïs ou de manioc, le gouvernement affirme que la souveraineté commence dans l'assiette. Les champs guinéens ne nourrissent plus les marchés étrangers pendant que la population locale souffre de pénurie. Résultat, la Guinée stabilise les prix, réduit sa dépendance alimentaire et affirme sa dignité. Mais là encore, la pression internationale ne faiblit pas, car les marchés mondiaux voient s'éloigner une source de produits bon marché. Cette vague de souveraineté économique dessine une Afrique qui se dresse, qui refuse le statu quo hérité de la colonisation. Mais le pari reste risqué. Les représailles internationales menacent, l'économie intérieure doit absorber des chocs, et l'unité nationale peut être fragilisée par des intérêts divergents. Reste à voir si cette quête de dignité et d'autonomie résistera aux tempêtes qui s'annoncent. Mais que se passe-t-il réellement sur le terrain? Derrière les annonces et les mesures, la lutte pour la souveraineté révèle ses premières victoires et ses premières fractures. Dans la région du Katanga, en République démocratique du Congo, la montée en puissance des coopératives minières locales a créé des tensions avec les groupes miniers chinois et européens. Certains ouvriers ont vu leur niveau de vie s'améliorer, mais des conflits ont éclaté autour du partage des bénéfices. La question centrale demeure: comment garantir une redistribution juste et transparente? Et si, cette fois, la marée ne redescendait plus? Et si l'Afrique, longtemps condamnée à voir sa richesse s'évaporer, saisissait enfin la vague capable de transformer son propre destin? Aujourd'hui, le continent fait face à un choix crucial. Deux routes se dessinent. L'une mène à une industrialisation équitable, où la prospérité irrigue tous les milieux. L'autre à un retour en arrière, marqué par des promesses déçues et des blessures rouvertes. La promesse est immense. Des centaines de milliards de dollars, auparavant captés à l'étranger, pourraient enfin rester sur le continent. Cela signifie des milliers d'écoles, des hôpitaux modernes et des routes jusqu'aux villages oubliés. Pour la première fois, les matières premières africaines ne sont plus vouées à enrichir uniquement Londres ou Shanghai. Elles peuvent devenir moteurs d'emploi qualifiés, d'entreprises locales, et d'espoir pour une jeunesse qui rêve d'un avenir sans exil forcé. Mais cette montée en puissance attire aussi de nombreux périls. L'histoire le rappelle, toute manne nouvelle attire son lot d'ombre. Le premier danger, c'est l'inflation. Injecter autant de richesses dans des économies fragiles peut faire exploser les prix, rongeant le pouvoir d'achat des plus vulnérables. Le deuxième, c'est la concentration du pouvoir, qui contrôlera la répartition de ces milliards. Si une petite élite s'en empare, la corruption pourrait se répandre comme une traînée de poudre, étouffant toute transformation réelle. Pour illustrer ce point, rappelons la malédiction du pétrole au Nigeria. Dans les années 80, l'afflux soudain de pétrodollars a provoqué une flambée des prix, tandis que la majorité de la population restait dans la misère. Les infrastructures se sont dégradées et la corruption s'est installée durablement. L'Afrique doit éviter ce piège en misant sur la transparence et la vigilance citoyenne. Les puissances étrangères, elles, n'abandonnent jamais leur influence sans résister.
Pression politique, guerres économiques, manœuvres diplomatiques, dès que l'Afrique ferme le robinet des ressources brutes, les tensions s'aiguisent. Le spectre d'un retour à la dépendance plane, prêt à ressurgir au moindre faux pas. Face à ces menaces, l'Afrique innove. De nouvelles alliances régionales voient le jour, à l'image de l'Alliance du Sahel. Plutôt que de négocier seuls face aux géants du Nord, plusieurs pays unissent leurs forces, fixent ensemble les prix et imposent des conditions collectives. Cette solidarité change la donne. Elle renforce le poids des négociations et empêche les multinationales de diviser pour mieux régner. En Afrique australe, la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a lancé un programme commun sur la valorisation des minerais. Les États membres coordonnent leur politique minière afin de maximiser la valeur ajoutée locale et d'éviter la concurrence déloyale entre voisins. Mais les faits débordent largement au-delà du continent. Sur les marchés mondiaux, la panique gagne les capitales occidentales. Les prix du pétrole, du cobalt, du café ou de l'uranium s'envolent. Les ruptures d'approvisionnement secouent les industries. Les gouvernements cherchent frénétiquement de nouvelles sources et les populations s'inquiètent de la flambée du coût de la vie. L'Afrique, longtemps spectatrice, devient désormais un arbitre capable d'influencer l'équilibre mondial. Par exemple, la décision de la Namibie de limiter l'exportation d'uranium a poussé plusieurs compagnies européennes à investir dans des centrales solaires et des projets d'énergie renouvelable sur le continent. Ce transfert de technologie offre une opportunité unique de modernisation pour l'Afrique. Pourtant, la véritable révolution va au-delà de l'économie ou de la politique. Sur les réseaux sociaux, une nouvelle génération africaine s'organise, partage ses victoires, dénonce les abus, exige des comptes. Des mouvements culturels émergent, porteurs d'un panafricanisme renouvelé. Pour la première fois depuis les indépendances, l'idée d'un destin collectif africain prend racine. Cette mobilisation populaire est la meilleure garantie contre les dérives. Elle impose la transparence, réclame la redistribution et fonde une citoyenneté active. En Afrique francophone, des collectifs comme Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso utilisent le numérique pour surveiller la gestion des ressources et mobiliser la jeunesse. Ils organisent des ateliers de formation, publient des enquêtes et interpellent publiquement les dirigeants. Mais rien n'est encore gagné. L'avenir dépendra d'une gestion rigoureuse des nouveaux revenus, de la transparence et surtout de la capacité à résister à la division ou à la corruption. Car si l'Afrique réussit, elle pourra redevenir maîtresse de son destin. Mais si elle échoue, le rêve d'industrialisation risque de tourner au cauchemar, alimentant frustration et conflits internes. Alors, comment faire pour que cette rupture historique ne profite pas qu'à une minorité, mais améliore concrètement le quotidien de millions d'Africains? À quoi ressemble, dans la réalité, un partage équitable des fruits de la souveraineté? Pour répondre à ces questions, il faut regarder de près les mécanismes de redistribution et les politiques concrètes déjà mises en place. Quels modèles inspirent aujourd'hui l'Afrique? Et quelles leçons tirer des premiers succès ou échecs? La souveraineté n'est pas qu'un mot d'ordre. C'est une question de gouvernance, de choix collectifs et de contrôle sur son propre destin. Quand un pays décide de transformer ses ressources chez lui, il ne s'agit pas seulement de fierté. C'est une stratégie puissante, capable de doubler ou tripler les revenus d'une nation entière. Imaginez, si le cacao du Ghana, le bois du Gabon ou le cuivre de la Zambie étaient systématiquement transformés sur place, cela signifierait des centaines de milliers d'emplois supplémentaires, de meilleurs salaires, et surtout une nouvelle richesse qui circule localement au lieu de s'évaporer à l'étranger. Prenons l'exemple du Botswana. Grâce à une gestion rigoureuse de ses ressources diamantifères, ce pays a pu financer la gratuité de l'éducation primaire et secondaire, construire des hôpitaux modernes et instaurer un système de santé performant. La clé? Une gouvernance transparente, un fonds souverain contrôlé par le Parlement et une société civile engagée. Mais là où affluent des milliards, le danger rôde. L'histoire regorge d'exemples où la promesse d'industrialisation a tourné court. Corruption, privatisation sauvage, accaparement par une élite. Tant de nations ont vu surgir des fortunes colossales,
tandis que la majorité restait à l'écart, parfois plus divisée qu'avant. En Amérique latine, le Venezuela a longtemps bénéficié de l'exportation de pétrole. Mais l'absence de diversification et la captation des profits par une élite ont conduit à la crise actuelle. En Asie, l'Indonésie a dû lutter contre la corruption pour que la transformation locale du nickel bénéficie réellement à la population. La vraie différence, ce sont les citoyens. La vigilance populaire, le courage des médias indépendants, l'audace de la jeunesse. Voilà ce qui empêche les dérives. Quand la société civile exige des comptes, quand les journalistes enquêtent, les leaders ne peuvent plus agir en toute impunité. Au Botswana, la gestion transparente des revenus miniers a permis d'investir massivement dans l'éducation et la santé. Ailleurs, la malédiction des ressources a laissé des écoles à l'abandon et des promesses trahies. Changer la façade ne suffit pas. Remplacer une multinationale par une entreprise locale n'a aucun sens si les profits profitent à quelques-uns ou s'envolent vers des paradis fiscaux. L'Amérique latine et l'Asie l'ont appris à leurs dépens. Chaque retour au statu quo a coûté cher au peuple. Le défi est clair. Chaque franc gagné doit se traduire en progrès visible. Des écoles rénovées, des hôpitaux équipés, des routes fiables, des ports modernes, cela doit devenir la norme, pas un luxe. Les revenus de la transformation locale doivent irriguer l'économie réelle, nourrir l'éducation, la santé et bâtir l'avenir. Dans plusieurs pays africains, des fonds d'investissement souverains ont été créés pour garantir que les revenus issus des ressources naturelles servent à financer des projets d'intérêt général. En Angola, la réforme du secteur pétrolier a permis de lancer un vaste programme d'électrification rurale. Au Rwanda, la transformation locale du café finance des incubateurs de start-up et des bourses universitaires. En fin de compte, c'est la mobilisation de tous qui déterminera l'issue. Si la société reste passive, l'indépendance économique demeurera un mirage, remplacé par une nouvelle dépendance au visage familier. Mais si citoyens, leaders et jeunesse s'approprient ce combat, alors l'Afrique pourra écrire un chapitre inédit, plus libre et plus équitable. Mais la route reste semée d'embûches. Quelles forces s'opposent à ce basculement et jusqu'où peuvent aller les pressions pour préserver l'ordre ancien? L'indépendance ne se monnaie pas. Elle se construit, patiemment, au prix d'efforts quotidiens. Ce que nous venons de vivre n'est pas une simple fluctuation. C'est un véritable point de bascule. Lorsque des pays africains décident de ne plus exporter leur or, leur cacao, leur bois ou leur uranium sans les transformer, ils ne font pas qu'imposer de nouvelles règles. Ils reprennent en main leur destin économique et politique. Mais ce choix courageux n'offre aucune garantie. La route vers la souveraineté est longue, semée d'obstacles et de pièges. Les intérêts étrangers ne disparaîtront pas en un jour. Les multinationales, mais aussi certains groupes locaux, tenteront de défendre le statu quo. L'histoire l'a prouvé. Chaque fois qu'un peuple cherche l'émancipation, ceux qui bénéficient du déséquilibre s'organisent pour préserver leurs privilèges. En Afrique du Sud, la réforme agraire des années 90 a illustré la difficulté de redistribuer équitablement les ressources sans déclencher des tensions internes ou des fuites de capitaux. Au Zimbabwe, la nationalisation brutale des terres a provoqué un effondrement économique et une fuite massive de cerveaux. Pourtant, l'enjeu se joue désormais ailleurs. Il ne se décide plus seulement à Paris, à Pékin ou à Washington. Il se joue à Lomé, à Abidjan, à Bamako. Et dans chaque maison, chaque école, chaque marché d'Afrique. Le prochain chapitre dépendra d'une volonté partagée, rompre avec l'indifférence, choisir l'action. Ce n'est pas une théorie, ni une affaire d'idéologie. C'est une question de survie, de travail, de dignité et d'avenir pour des centaines de millions de jeunes Africains. Transformer la richesse du sous-sol en emploi, en école, en routes ou en hôpitaux, c'est refuser que les profits s'évaporent au profit de quelques-uns, souvent loin du continent. Pour y parvenir, plusieurs étapes concrètes s'imposent: renforcer les institutions, garantir l'indépendance de la justice, former des cadres compétents, moderniser les infrastructures et instaurer des mécanismes de contrôle citoyen. L'expérience du Maroc dans la valorisation du phosphate montre qu'un investissement massif dans la recherche et le développement
peut hisser un pays au rang de leader mondial. Mais il faut rester lucide. Chaque victoire sera fragile. Une usine ouverte, une tonne de matières premières transformée localement, chaque emploi créé sera une forteresse à défendre face à la corruption, aux divisions internes, à la facilité des raccourcis. La souveraineté n'est pas un décret, c'est une discipline, un effort collectif, parfois douloureux, à renouveler chaque jour. L'Afrique n'est pas condamnée à répéter l'histoire du pillage et de la dépendance. Mais pour que ce nouvel acte de l'indépendance ne soit pas un mirage, il faudra plus que des lois ou des discours. Il faudra une société civile vigilante, des dirigeants responsables et surtout une jeunesse convaincue qu'elle peut changer les règles du jeu. La révolution ne se mesurera pas seulement dans les chiffres des exportations, mais dans la capacité à imaginer un avenir écrit par ceux qui vivent sur ce sol et non par ceux qui en profitent. Dire non à l'indifférence, c'est déjà résister. S'impliquer, c'est ouvrir la voie à ceux qui viendront après. L'histoire retiendra-t-elle que l'Afrique a choisi de reprendre son destin en main ou que la peur du changement l'a figé? Cette réponse n'appartient ni à l'Occident, ni à la Chine, ni à aucune puissance étrangère. Elle appartient à chaque Africain, ici et maintenant.